pour représenter brièvement cette troisième et dernière séance de l'année du séminaire général. Donc, déjà, on est très contente avec Marion de pouvoir la tenir. On a déjà entendu Samuel Ayat, on a déjà entendu Pierre-Étienne Van Damme, Laurence Morel et Yves Saint-Omer sur la question de la directisation, du tirage au sort, des nouvelles formes de représentation. Et donc, toujours dans ce questionnement sur la manière dont on peut interroger le gouvernement représentatif. Et c'est vrai qu'une des modalités les plus visibles de ce type d'expérimentation maintenant, c'est la question des assemblées citoyennes qui se sont multipliées partout en Europe et dans le monde. Quand on parle très souvent en fait d'assemblées qui sont maintenant relativement anciennes, hein, comme celle qui s'était tenue en Colombie-Britannique, encore en Ontario en 2006, le G1000 en Belgique, mais en fait, il y a vraiment eu une multiplication très importante depuis les années 2010. Et donc, par exemple, Jean-Benoît Pillet, qui travaille sur la question en Belgique, a montré qu'il y avait eu maintenant en Europe 113 mini-publics au niveau régional et national. Et ça, évidemment, c'est sans compter les multiples expériences locales qui sont beaucoup plus difficiles à dénombrer et qui portent sur des sujets très variés. Donc là, aujourd'hui, on va forcément se focaliser un peu plus sur la question du climat, mais il y a aussi eu des mini-publics sur l'évaluation de la performance du gouvernement, par exemple au Portugal, beaucoup sur les réformes institutionnelles, des questions éthiques liées à la santé, des questions de développement régional, de mobilité. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que les universitaires aient joué quand même un rôle très important dans la diffusion de ces mini-publics délibératifs, et aussi un rôle d'expert au sein de ces mini-publics, mais aussi encore plus de militants actifs qui ont essayé justement de pousser au développement de cette technologie et qui ont cherché à acculturer au fur et à mesure les acteurs à cette idée. Donc c'est vraiment la question qu'on va essayer d'interroger aujourd'hui, la question du rôle des universitaires dans ces assemblées citoyennes et de la difficulté que pose justement le fait de naviguer entre plusieurs rôles. Et donc, on devait accueillir, normalement, on accueille Loïc Dondieu et on en est très content, donc, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont vous connaissez sans doute tous au moins un petit peu les travaux, donc, qui travaille sur la démocratie participative, délibérative, la fabrique de l'opinion, et qui très récemment a publié un ouvrage co-dirigé avec Bernard Manin, Le tournant délibératif de la démocratie. Et donc, l'année dernière, Loïc a été membre en fait, de la Convention citoyenne pour le climat dans le comité de gouvernance. Et c'est sur cette expérience qui va revenir aujourd'hui. Donc, j'ajoute juste que malheureusement, Clodagh Harris, notre invitée irlandaise de Cork, qui, elle, a été dans de multiples expériences délibératives mini-publiques un peu dans toute l'Europe, en Belgique, en Écosse, au Royaume-Uni et en Irlande, est souffrante. Et donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir avoir cette perspective comparée qu'on espérait. Mais on espère qu'elle se remettra très vite et elle voulait transmettre à tout le monde le regret de ne pas être là et dire qu'elle aurait beaucoup aimé pouvoir dialoguer avec nous aujourd'hui. Donc, puisque nous n'avons qu'un seul invité, on finira peut-être un petit peu plus tôt, donc plutôt à 16h maximum, enfin, sauf s'il y a énormément de questions, mais je pense que ça peut être raisonnable déjà de finir dans ces eaux-là. Et je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à Loïc pour qu'il puisse nous présenter cette fameuse convention et les choses dont on a parlé avant, donc son rôle et sa vision du rôle des universitaires dans les mini-publics. Et donc, vous pouvez bien sûr nous envoyer les questions sur le chat si vous ne voulez pas les poser directement, et sinon on ouvrira ensuite les questions à la salle après que Marion et moi ayons posé quelques questions. Voilà, merci beaucoup. Et donc, oui. Merci pour cette invitation. Hélas, ma collègue irlandaise ne sera pas là, alors même qu'effectivement, il y a non seulement analogie et comparaison possible à faire avec l'expérience irlandaise, mais il y a aussi dette de l'expérience française à l'égard de l'expérience irlandaise, dans la mesure où elle est perçue à l'échelle internationale comme l'une de ces expériences qui a démontré l'effectivité de ce type de démarche, hein, puisque vous le savez,
2 assemblées citoyennes irlandaises ont donné lieu à 2 référendums, l'un sur le mariage pour tous et l'autre sur l'avortement, qui ont été approuvés par le peuple, ce qui laisse à penser qu'il y a une possibilité d'articulation, d'un certain point de vue, à la fois entre mini-public de l'Assemblée et macro-public, hein, une problématique classique des travaux sur les dispositifs délibératifs et participatifs, mais qui peut aussi y avoir congruence entre l'expression organisée, canalisée de citoyens tirés au sort à travers ces assemblées et la volonté du reste des citoyens, ce que n'avait pas permis de démontrer complètement les expériences antérieures et en particulier celle à laquelle tu faisais référence en 2004 de l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique et de l'Assemblée citoyenne de l'Ontario, qui n'avait pas donné lieu à approbation par référendum dans un cas faute que le quorum ait pu être atteint par les votes positifs et dans l'autre cas par refus pur et simple des propositions citoyennes. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. Mais je vais essayer avec vous de procéder en 2 temps qui ne seront pas du tout de même nature. La première, donc je le répète, consistera à revenir sur la Convention citoyenne pour le climat, à dire quelques mots de la place qui ont joué les chercheurs, et puis dans un deuxième temps d'ouvrir un peu la réflexion en soulevant un certain nombre de questions, d'interrogations sur les raisons qui expliquent à la fois l'attrait pour ce type d'innovation démocratique de la part d'un certain nombre de chercheurs en sciences sociales. Alors, il faudra encore les situer, comprendre d'où ils viennent, qui ils sont et pourquoi ils s'y investissent, et puis de réfléchir à ce qu'ils font, à ce que les sciences sociales font à la diffusion, à la légitimation ou à l'organisation de ces formes délibératives, participatives et délibératives, mais surtout délibératives en l'occurrence. Alors, d'abord, la Convention citoyenne pour le climat. Un mot de précision sur mon rôle. Je suis impliqué donc dès les origines dans cette expérience, dans la mesure où j'ai fait partie du petit collectif qui s'est appelé les Gilets citoyens et qui est un collectif qui est composé, comme le dirait Laurent Jean-Pierre, d'activistes délibératifs, c'est-à-dire de gens qui essayent de promouvoir dans le débat public, mais aussi dans les institutions, des innovations démocratiques qui vont dans le sens de l'implication de citoyens dans le processus de décision sous des formes qui valorisent la délibération entre ces citoyens et qui reposent sur le tirage au sort. Donc, c'est ce qu'on appelle les mini-publics, les assemblées citoyennes, dont les 2, finalement, principes de légitimité sont le tirage au sort et donc une certaine forme de représentativité sociologique et la délibération. C'est-à-dire que, en fait, l'ambition de ces dispositifs, c'est justement de promouvoir des formes réelles de délibération démocratique qui donnent aux résultats aux productions de ces dispositifs une légitimité qui est liée précisément à ce caractère délibératif. Alors, Gilets citoyens, il est évident que ce petit collectif qui publie dans le Parisien libéré en janvier, au cœur de la crise des Gilets jaunes, un appel à l'organisation de 3 assemblées citoyennes, l'une sur les institutions, l'autre sur la fiscalité, la troisième sur le climat, comme modalité de sortie par le haut de la crise des Gilets jaunes, et comme une invitation à répondre, non pas par le référendum d'initiative citoyenne demandé par les Gilets jaunes, mais par un autre dispositif démocratique à leurs revendications, cet appel aurait eu peu de chances d'aboutir. S'il n'était pas inscrit dans un contexte de crise et s'il n'avait pas offert une porte de sortie à cette crise
au pouvoir, et deux, s'il n'était pas porté depuis quelques années par des mouvements citoyens pour le climat, dont là aussi une partie des revendications, je pense en particulier au mouvement Extinction Rébellion, consiste à partir d'une critique de la démocratie représentative, à appeler à l'organisation de ce type d'assemblée citoyenne. Je rappelle toujours que dans les 3 articles, puisqu'il n'y en a que 3 à l'origine du mouvement Extinction Rébellion, il y a la promotion d'assemblées citoyennes impliquant les citoyens dans la recherche de solutions à la crise climatique. Donc, c'est une revendication qui est portée par des mouvements infiniment plus larges et infiniment plus influents que ce petit milieu, en plus, on pourra en discuter, qui n'est pas forcément très homogène, d'activistes délibératifs qui essayent de promouvoir ces innovations démocratiques. Alors, donc c'est une expérience qui s'inscrit dans cette temporalité courte, celle de la crise, plus longue, de la diffusion de ces dispositifs, et qui s'inscrit dans ce que l'OCDE, qui s'intéresse à ces questions aujourd'hui. L'OCDE a décrit dans un rapport l'année dernière de vagues délibératives, puisque Camille le disait, mais on a maintenant des statistiques qui sont assez significatives. C'est par dizaines qu'à l'échelle locale et à l'échelle nationale, depuis quelques années, on expérimente des formes d'assemblées citoyennes, alors qui en prennent ou non le nom. C'est intéressant qu'en France, par exemple, ce vocable d'assemblée citoyenne a été immédiatement récusé par les acteurs institutionnels, puisqu'il aurait été insupportable d'introduire, d'un certain point de vue, une confusion avec les seules assemblées légitimes. Donc c'est le terme de convention, finalement, qui a servi de formule de substitution. Et en fait, c'était pas forcément, si on regarde les connotations de cette notion de convention, c'était pas forcément une mauvaise chose, puisque ça renvoyait aussi à l'histoire politique, à des moments importants de notre histoire. Et finalement, je trouve que la formule n'est pas mauvaise. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on était les premiers à s'être appelés convention, et maintenant, un peu partout en France, on y reviendra dans la réception, dans l'impact de ces dispositifs, se mettent en place des conventions citoyennes. Il n'y a pas une grande ville de gauche qui ne veulent pas faire de conventions citoyennes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est à Bordeaux. J'ai l'impression qu'à Bordeaux, ils ne sont pas très bons là-dessus. Les nouveaux élus, ils sont plutôt amateurs. Mais vous regardez dans plein d'autres villes, Strasbourg, Nancy, Poitiers, etc. On fait des conventions citoyennes sur la 5G, sur le climat, sur plein de choses. À Paris aussi. Non. Bon, voilà, pour être un petit peu au courant de ce qu'essayent de faire les listes qui ont été élues en 2020 sur cette thématique, notamment de la participation citoyenne. J'ai le sentiment que bon, voilà, on n'a pas affaire à Bordeaux pour l'instant. On s'est enregistré à ce qu'il y a de plus au point. Mais on pourra y revenir si vous voulez, mais ce sont des considérations très, 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 très locales, je pense. Alors, donc une histoire longue, une histoire courte, et il est évident aussi, mais ça tout le monde l'a remarqué, que ça n'est pas par amour de la démocratie délibérative qu'Emmanuel Macron a, à la demande de Cyril Dion et Marion Cotillard, au cours d'un dîner organisé en avril 2019, s'est rallié à cette idée d'organiser une convention citoyenne pour le climat. C'est par stratégie politique bien comprise, volonté d'apparaître aux yeux du monde à la fois comme moins hostile à la démocratie et à l'écologie que son image pouvait le laisser paraître. Donc il est évident que le pouvoir escomptait par un calcul politique des profits politiques de cette expérience, que ça a été organisé, point.
on ne va pas aller chercher plus loin. Hein. Là, on a affaire, d'un certain point de vue, à la rencontre entre des revendications, un mouvement, des mouvements sociaux et une stratégie politique. Et on sait historiquement que c'est toujours comme ça que les choses se sont passées. Hein. Les avancées démocratiques n'ont eu lieu que lorsque le pouvoir a fini par penser devoir s'y contraindre. Même si, alors c'est des choses qui ne se savent pas vraiment, mais même s'il y a une histoire un peu souterraine de la Convention citoyenne qui implique des acteurs administratifs. Parmi les défenseurs de cette idée, il y avait des membres de cabinet qui ont joué un rôle important d'influence. Donc il faut aussi qu'il y ait des relais à ce type de revendication dans l'administration pour que les choses avancent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette convention? Donc, cette convention, le calendrier, vous le connaissez peut-être, j'imagine que vous en avez une idée. Juin 2019, le comité de gouvernance est mis en place par une lettre de mission d'Édouard Philippe. Cette lettre de mission va servir de cadrage initial et premier de la Convention, c'est-à-dire que sans accorder forcément toujours dans ma recherche d'importance trop grande au texte juridique, là en l'occurrence, ce cadrage va être absolument décisif. Cette lettre de mission, qui va être la charte de la Convention, prévoit que les citoyens feront des propositions visant à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale, et que cette convention sera organisée au sein du Conseil économique et social environnemental par un comité de gouvernance pluraliste et indépendant. Alors, pourquoi c'est un cadrage décisif? Et je pense qu'il ne faut pas négliger ça. C'est que demander ça à des citoyens, à 150 citoyens tirés au sort, ça implique de leur part une forme d'efficacité, de productivité qui n'est possible qu'à condition qu'ils se focalisent justement sur ce travail. Alors, on a dit que finalement, réfléchir à des mesures qui pour beaucoup sont techniques, éloignait d'objectifs politiques plus généraux. C'est-à-dire qu'il y avait derrière tout cela une stratégie de dépolitisation de la Convention, puisqu'il est vrai que la Convention citoyenne pour le climat n'a pas refait le monde d'un certain point de vue. Elle n'a pas fait de détour par de grandes controverses. Elle n'a pas produit de vision alternative de la société. Tout ce travail de réflexion politique qu'on pouvait peut-être attendre d'une assemblée citoyenne n'a pas pu, pour des raisons logistiques, pour des raisons pratiques, demander à 150 citoyens tirés au sort d'aboutir à ce résultat en 4 mois, puisque c'était le délai d'origine. Sur des enjeux qui sont absolument considérables, qui brassent des données de type scientifique, économique, etc., absolument considérables. C'était absolument impossible si on voulait le faire après un détour par les controverses. Donc, il y a eu une tension très forte vers la productivité, vers le consensus. 40%, c'est un seuil tout à fait important, c'est-à-dire qu'il fallait s'entendre sur de très nombreuses mesures pour y parvenir. Donc, du coup, on ne pouvait pas se diviser trop sur les mesures. Donc, il y a eu, au-delà du fait que ce type de dispositif, par nature, favorise le consensus, quoi qu'on en pense, il faut le poser une fois pour toutes, l'admettre, même si ça peut être quelque chose de discutable d'un point de vue politique, c'est quand même ce qui fait la caractéristique essentielle. C'est essayer de trouver des consensus sans forcément totalement évacuer les conflits, mais de trouver des consensus au sein d'un groupe citoyen qui va produire un avis ou qui va faire des recommandations. Là, on était dans cette exigence de productivité. Ça impliquait aussi qu'on évacue
tout un ensemble d'aspects du problème. Les aspects locaux, les aspects internationaux. Il s'agissait de produire des propositions de loi. Et mieux encore, le gouvernement avait demandé, et c'était à la fois une bonne et une mauvaise chose, que les propositions des citoyens soient formulées de façon à pouvoir être introduites directement dans la loi. C'est-à-dire qu'il y avait une exigence de précision juridique et une inscription dans le cadre de la loi nationale qui a fait que les citoyens, même si certains se sont fait violence et ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord, se retrouvaient contraints par le cadre législatif national et ont dû s'appuyer, c'est un autre élément constitutif du dispositif, sur tout un appareil d'expertise absolument considérable, qui était le seul moyen à la fois de permettre cette traduction juridique des propositions dans les délais impartis. On ne pouvait pas attendre que tous les participants soient suffisamment acculturés au droit pour pouvoir rédiger eux-mêmes. Il fallait des juristes pour faire ce travail de traduction, puis il fallait surtout des experts. Et ça, c'est un point qui a fait débat, évidemment, par la suite, avec des accusations de manipulation par les experts des citoyens. Mais cette critique, elle repose deux choses, sur une ignorance de ce qui s'est joué dans le dispositif, parce que les citoyens sont allés vers les experts. Ils avaient besoin des experts. S'il y a eu une implication forte des experts, c'était justement souvent à la demande des citoyens. Il faudrait être fou pour penser que des citoyens seuls aient pu aboutir à ce type de proposition. Ils ont fait en quelque sorte leur choix parmi les propositions que leur ont données les experts. Ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, ils ont résisté au pouvoir de l'expertise. Il y a un point qui est vraiment important, c'est la taxe carbone. Tous les experts du climat, sauf évidemment les plus sceptiques, disent que le seul moyen vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est la taxe carbone. Et ils l'ont dit évidemment aux citoyens. Et les citoyens qui ne voulaient pas justement servir d'instrument du gouvernement pour faire revenir la taxe carbone dans les débats, ont refusé d'emblée la taxe carbone. Et ils ont refusé d'autres propositions des experts. C'est-à-dire que s'il y a eu un cadrage des experts qui était impératif, il y a eu aussi des résistances et des débordements vis-à-vis de ce cadrage. Les citoyens, par exemple, ont introduit des propositions sur la biodiversité qui n'avaient strictement rien à voir avec l'objet initial. Et évidemment, on leur a dit, mais simplement, ils ont dit, nous pensons que la biodiversité. Donc voilà pour le deuxième élément. Alors, comment sortir de cette question de l'expertise? Beaucoup de travaux de chercheurs qui observent, alors je fais une petite incise pour dire qu'en fait, il y a un collectif auto-organisé d'une trentaine de chercheurs qui a accompagné l'expérience. De mon point de vue, pour deux résultats très importants. Le premier, c'est qu'ils ont été les garants, en quelque sorte, de l'expérience, puisque eux seuls ont eu accès aux discussions de petits groupes. Donc, ils ont joué un rôle dans le dispositif lui-même, en lui donnant une légitimité démocratique, et deux, en produisant des connaissances vraiment très nombreuses, très diverses, puisqu'ils ont mutualisé les questionnaires. Ils ont fait passer des questionnaires avant chaque session, mutualisé les entretiens. Ils se sont divisé le travail entre les groupes et ils ont aussi abordé des dimensions complètement différentes de l'expérience, avec une grande partition entre les procéduralistes et les substantialistes, pour reprendre leur propre catégorie. Les substantialistes, c'est ceux qui s'intéressent à la diffusion des thèses écologiques, à la nature des propositions faites par les citoyens. Et puis les procéduralistes, c'est ceux qui, évidemment, de manière très classique, observent la proximité de la délibération à un idéal ou un standard délibératif, entre autres.
Bon. Et ce collectif, il a été extrêmement utile, même s'il a été extrêmement, j'y repensais ce matin en écoutant Laurent Jean-Pierre, contesté, hein, puisque en fait, ce type de dispositif est soumis à une double injonction. La première injonction, c'est une injonction à se replier sur lui-même, c'est-à-dire à recentrer, à faire en sorte que les citoyens se recentrent sur la délibération et ne soient pas influencés par l'extérieur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on trace des frontières, et c'est un peu ce qui s'est fait jusqu'à présent en France, et c'est ce qui se fait dans un certain nombre d'expériences à l'étranger. On essaye de produire une forme de délibération presque à huis clos, qui ne serait pas parasitée par des acteurs extérieurs, avec un idéal même de huis clos complet comme un jury d'assises. Hein, bon. Alors, ce n'était pas possible dans la durée. Ça a duré 9 mois à la fin, hein, même plus, puisqu'on a terminé véritablement le dispositif qu'en février 2020, c'est-à-dire démarrage juin 2019, 2021, pardon. Ça a duré plus d'1 an et demi. Ce n'était pas possible de maintenir les portes et les fenêtres fermées pendant toute cette période. C'est beaucoup plus facile pour des dispositifs de moindre ampleur, sur quelques week-ends. Et puis, c'était politiquement très hasardeux, parce que la légitimité de ce dispositif, elle ne peut pas se fonder uniquement sur les processus. Hein, la fameuse throughput legitimacy, elle ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des formes d'input legitimacy, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant d'acteurs qui aient été intégrés dans le processus et dont la volonté, d'un certain point de vue, coïncide avec le processus. Donc, il y avait ces différents types de légitimité devaient être obtenus par la conférence, et on ne pouvait pas se contenter de la légitimité par les throughputs et de la légitimité par les outputs, pour reprendre des catégories que certains d'entre vous connaissent très certainement, c'est-à-dire que la qualité des résultats ne pouvait pas suffire non plus en elle-même à rendre l'expérience légitime. Alors, je fais plein de digressions, hein, bon voilà, mais alors donc enjeu de dispositifs d'expertise, quelques chiffres qui vont vous le confirmer. Bon, c'est une expérience qui a coûté près de 6 millions d'euros. Et le nombre de personnes impliquées, c'est-à-dire que est tout à fait absolument considérable. Hein. Chaque week-end, que ce soit l'animation, la logistique, les experts, etc., il y avait 80 à 90 personnes qui travaillaient là-dessus. Donc, on est là dans un dispositif qui matériellement est particulièrement lourd. Deuxième remarque qui va peut-être vous intéresser, c'est sur la représentativité. Je vous ai dit les deux principes de légitimité sur lesquels reposent ces démarches, c'est la représentativité créée par le tirage au sort et la délibération, la qualité de la délibération. Dès le départ, on a été extrêmement attentif en tant que membre du comité de gouvernance au tirage au sort. On a supervisé le tirage au sort qui a évidemment été délégué à une société de sondage. Mais il y avait un enjeu très, très, très fort à ce que cette société de sondage ne fasse pas comme elle le fait très souvent, c'est-à-dire nous construire une forme de représentativité assez artificielle qui est liée au fait que ils vont chercher des répondants professionnels, c'est-à-dire des acteurs professionnels, c'est-à-dire qui font partie de leur listing. Hein, pour le coup, et qui sont déjà panélisés. Bon. Ça, c'était le premier problème. Donc, on a fait un échantillonnage stratifié, aléatoire stratifié, 300 000, entre 250 et 300 000 numéros de téléphone générés de manière aléatoire, 85% de numéros de mobile, 15% de numéros de fixe. Et c'est dans ce cadre-là que le numéro de téléphone de Daniel Cohn-Bendit a été tiré au sort, ce qui a fait un petit peu jaser, mais qui, à mon avis, à contrario, démontrait la rigueur du processus. Parce que comment imaginer qu'on ait pu penser
qu'on pouvait faire passer la candidature de Daniel Cohn-Bendit. Hein, c'eût été quand même d'une grossièreté. Comme, bon. Donc, du coup, pour moi, c'était vraiment un très bon argument pour attester de la transparence et de l'ouverture du dispositif. Dans ce tirage au sort, bon, on a tiré au sort dans cet échantillon premier, on a tiré au sort des numéros de téléphone qui ont été appelés, et au fur et à mesure des appels, on a rempli des quotas. Hein, c'est-à-dire que voilà, et on a appelé beaucoup pour avoir certains quotas difficiles, et en particulier pour avoir quelques quotas qui nous importaient, notamment pour respecter ce quota du niveau d'éducation, qui pour nous était absolument prioritaire. Je vous rappelle que pour le grand débat avaient été organisées 16 conférences citoyennes régionales, dont on avait montré que les participants, en moyenne, pour 62% d'entre eux, avaient un diplôme supérieur au bac, ce qui n'est pas du tout raisonnable. C'est-à-dire que si on n'est pas du tout attentif à ce critère, on obtient des choses invraisemblables. Et dans tous les dispositifs participatifs et délibératifs, c'est finalement ce qu'on obtient. Donc, vraiment, on a supervisé ça, donc ça a été compliqué. Puis il y a des catégories qui ont été particulièrement compliquées à remplir. C'est mine de rien, avoir un agriculteur, même s'il en faut qu'un ou deux, parce qu'on avait une liste d'attente, 150 plus une liste d'attente. Et donc, alors, un point important, le taux d'évaporation est très faible. À partir du moment où les gens sont venus le premier jour, on a perdu sur les 150 initiaux, on en a perdu, je dirais 15, 10%, ce qui est rien sur une période aussi longue, compte tenu des aléas professionnels, familiaux, médicaux, etc. C'est rien. Bon, alors évidemment, des gens qui ont été indemnisés à hauteur de l'indemnité qui est donnée aux jurés d'assises. Ça avait été très clair, donc 80 €, je crois, par jour de participation. Et pour ceux qui travaillent habituellement le dimanche, une indemnisation forfaitaire de leur perte d'activité le dimanche. Et avec tout ça, on a réussi à constituer un quota qui d'un certain point de vue, me semble un échantillon de citoyens qui, sans revendiquer la représentativité statistique, ce serait impossible, évidemment, compte tenu du petit nombre, 150, à mon avis, peut revendiquer raisonnablement une certaine représentativité politique. Alors, pas de représentativité statistique. Représentativité politique, on ne l'a pas recherché. On n'a pas cherché ce qu'on aurait pu faire, ce que les Anglais ont fait dans leur convention citoyenne, qui est très différente de la nôtre sur le climat, au même moment, qui est réalisée au même moment. Les Anglais ont essayé d'avoir les mêmes structures d'opinion au regard du changement climatique. Donc, ils ont essayé d'avoir des climato-sceptiques. Nous, c'est-à-dire le même pourcentage de climato-sceptiques dans la population. Nous, on en a eu, mais sans les chercher, évidemment. Puisqu'on n'a pas du tout fait de filtre, ou en tout cas, on n'a pas essayé de respecter les composantes politiques. On est rassuré sur un point, face aux critiques qui nous accusent de tout, mais qui nous accusent en particulier d'avoir donné du pouvoir à un groupe qui était préalablement engagé du côté de l'écologie. Ce qu'on sait, et ce qu'on sait de manière scientifiquement sûre, c'est que la structure d'opinion à l'égard du climat de ce groupe n'était pas clairement différente de celle de l'opinion française au même moment. C'est-à-dire qu'on a posé les mêmes questions. Il y a un chercheur de l'École d'économie de Paris, il y a une équipe de l'École d'économie de Paris qui a posé les mêmes questions aux 150 le premier jour et à un échantillon test de Français, et il y a une déformation très faible de l'opinion, c'est-à-dire en termes de conscience de l'importance du problème, sur un certain nombre d'items. L'enquête, c'est Adrien Fabre, elle est disponible sur HAL, donc vous pouvez y avoir accès. Et donc là, c'est la meilleure réponse à tous ceux qui nous ont dit finalement l'échantillon était biaisé dès le départ. Pas du tout. Il était biaisé sur un point qui est quand même assez significatif, c'est en termes de degré de confiance.
vis-à-vis notamment des institutions, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu les plus sceptiques. En même temps, ce biais à la fois de volontariat et de prédisposition à l'engagement, il est insurmontable. Insurmontable. Et il ne peut l'être que si on rend la participation à ce type de dispositif obligatoire. Ce que moi, je suis prêt si on devait leur donner un rôle politique, ce que je suis prêt à reconnaître. Troisième remarque, la gouvernance de ce machin. En fait, vous le savez, ces démarches, elles exigent des formes d'impartialité institutionnelle qui font que il est parfaitement inadmissible que ce soit l'autorité commanditaire qui organise, pilote l'expérience. Il faut une institution impartiale. Il y a deux moyens d'obtenir cette impartialité. Le premier moyen, c'est d'avoir recours à une institution qui est spécialisée dans l'organisation du débat public ou de la participation. En France, on a la Commission nationale du débat public, dont je fais partie depuis l'année dernière, dont je m'honore de faire partie, parce que je crois que ce type d'institution est absolument nécessaire en démocratie. Simplement, là, en l'occurrence, le conflit qui a eu lieu au moment du grand débat entre la présidente de la CNDP et Emmanuel Macron et Édouard Philippe, surtout Édouard Philippe, a fait qu'il était impensable de confier à la CNDP l'organisation de ça. Donc, l'autre solution, c'est de créer une instance pluraliste, c'est-à-dire qui n'est pas soupçonnée finalement de ne représenter qu'un seul type d'intérêt dans le jeu, c'est-à-dire qu'on construit l'impartialité par le pluralisme et il n'y a pas une manière très différente de faire. Et là, on a joué sur les deux. Le CESE, Conseil économique et social environnemental, représentait une certaine forme d'autonomie par rapport aux assemblées classiques et au gouvernement, c'est la troisième chambre. En même temps, son impartialité pouvait être relativement discutée parce qu'on a des porteurs d'intérêt au CESE. Et c'est relativement compliqué. Moi, je ne confierais pas. Comme c'est enregistré, je vais être dans un principe de réserve, même si maintenant j'ai abandonné ma réserve sur ce qui s'est joué dans le comité de gouvernance. Mais bon, le CESE, il a joué le rôle quand même. Il a joué son rôle. Mais le CESE s'est adossé sur un comité composé d'experts du climat, de l'environnement et de la démocratie, dont je faisais partie. Moi, c'était à ce titre-là que j'étais membre avec Jean-Michel Fourniot et Mathilde Dimmer, donc tous les trois gilets citoyens et activistes délibératifs. Et donc, on a eu une sorte d'attelage un peu compliqué à gérer, je ne vous le cache pas, avec deux, vraiment, ça a tangué, vraiment, mais on a fait le job. Il y a eu pas mal de conflits internes, vraiment, mais on a fait le job. Un attelage composite avec des gens du CESE, deux personnes du ministère de la Transition, deux vice-présidents issus de think tank, directeur de la Fondation Terra Nova et Laurence Tubiana, directeur de l'IDRI, représentant pour l'un de l'écologie institutionnelle, c'est-à-dire d'une écologie militante mais compatible avec les institutions, et pour l'autre des milieux réformistes. Bon, cet attelage, il a conçu l'ensemble de la démarche, c'est-à-dire le principal, c'est-à-dire le socle d'information donné aux citoyens et l'organisation des discussions en 5 groupes de travail thématiques, produire et travailler, se nourrir, consommer, se loger et se déplacer. 5 groupes de travail qui ont structuré. C'était un choix décisif. On a oublié 3 choses, et on savait qu'on avait oublié 3 choses, 3 thématiques transversales. Les institutions, la fiscalité et l'énergie. Alors l'énergie, honnêtement, c'est compliqué de rendre compte du pourquoi on a oublié la question de l'énergie. Je pense que le nucléaire avait à voir avec cette affaire, que si on mettait le nucléaire dans la discussion, on faisait exploser complètement la discussion entre les citoyens. Bon, c'est mon point de vue. Et c'était tellement gros qu'on n'en a pas parlé.
Les citoyens n'ont pas été invités à parler du nucléaire. Pour les deux thèmes transversaux, ça a été, on pourra y revenir si vous le voulez, extrêmement compliqué à gérer, parce que une fois la machine lancée, il a été très compliqué, on ne pouvait pas créer de nouveaux groupes de travail, et il y a eu des oppositions, il y a eu une épreuve, il y a eu de multiples épreuves entre le comité de gouvernance et les citoyens. Qui ont été des moments que Jean-Pierre qualifie de cadrage débordement. Le comité de gouvernance cadre, les citoyens débordent, avec des contre-cadrages citoyens, sans qu'il y ait de situation de conflit réel. En fait, chacun a défendu son espace et sa définition de l'expérience. Et ce qui me fait dire que les citoyens n'ont pas été instrumentalisés. Il y a des tas de cadrages auxquels ils ont résisté et il y a des tas de débordements qu'ils ont réussi à produire. Et il y en a d'autres qui ont échoué, mais pour de multiples raisons. Et parmi les contre-cadrages citoyens, il y a eu le refus des groupes transversaux en disant « nous voulons tous parler des institutions, nous voulons tous parler de la fiscalité ». Et ça a été très compliqué de traiter de ces deux questions. Voilà pour le comité de gouvernance. Alors, 9 mois, 7 week-ends, dont un week-end symboliquement clé, qui a été le tout dernier, février 2021, où les citoyens étaient invités à réagir à la réponse du gouvernement et du pouvoir à leurs propositions. Donc ça, c'était vraiment pour nous un moment décisif, un moment clé, et vous avez peut-être suivi les choses. Les citoyens ont mis une note exécrable au gouvernement. Ils ont fait valoir qu'ils n'étaient absolument pas satisfaits de ce qui avait été fait de leurs propositions dans le projet de loi climat et résilience, qui effectivement détricote de manière absolument caricaturale les propositions citoyennes. Si vous voulez, on pourra y revenir. Alors, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Alors, je continue un petit peu le déploiement de l'expérience. J'ai évoqué les principaux points, on pourra y revenir. Un point qui est quand même assez important, c'est la question de l'articulation avec l'extérieur. L'articulation mini-public, macro-public, tension et injonction contradictoire, tension entre fermeture et ouverture. Nous, on a réglé le problème mal. En créant une petite plateforme qui permettait à des citoyens ou à des organisations externes de contribuer, mais tout en ne donnant pas à cette plateforme un rôle central dans la délibération. Les citoyens pouvaient y puiser, mais ils n'étaient pas obligés de se prononcer par rapport aux inputs de l'extérieur, parce qu'on voulait limiter les interférences. 138 experts sont intervenus. Quand j'ai dit experts, c'est au sens large. Porteurs de cause, porteurs d'intérêt, organisations, associations, entreprises et experts universitaires, avec une prépondérance des acteurs qui appartenaient à des réseaux identifiés au préalable par les membres du comité de gouvernance comme susceptibles de répondre aux questions des citoyens. Un point important, le binôme expert-citoyen a fonctionné d'une manière très originale. Qu'est-ce qui s'est joué dans l'engagement d'une partie des citoyens? Il y a eu un processus d'apprentissage, d'appropriation des questions, avec ce fameux premier week-end où certains d'entre eux sont abasourdis littéralement par le constat qui leur est fait de l'ampleur du changement climatique, c'est-à-dire qu'il y a un effet de révélation au départ. Et puis après, il y a un processus, je ne dirais pas de professionnalisation, mais d'accumulation de connaissances chez les citoyens qui les rend capables à la fin de dialoguer avec les experts, pas d'égal à égal, mais de leur poser des bonnes questions et de ne pas se laisser rouler dans la farine, c'est-à-dire de ne pas être dans une position d'infériorité manifeste vis-à-vis des experts. C'est vrai pour les experts scientifiques, c'est moins vrai pour les juristes. Ça, c'est un point important, parce que si on regarde les juristes, finalement, ceux qui sont restés le plus en position d'autorité, ça a été le petit comité légistique. C'est vraiment intéressant. Alors que les scientifiques, alors très certainement parce que leur casting, en fait, ils étaient quasi bénévoles, ces scientifiques. C'était ceux qui voulaient bien.
participer au groupe d'appui ou participer au fact-checker. Leur rémunération, elle était absolument dérisoire et le temps qu'ils y ont consacré était énorme. Mais ces experts, finalement, ont joué le jeu, et un jeu compliqué, parce que entre leur envie de pousser certaines propositions, parce qu'ils travaillent depuis ces questions depuis très longtemps, et leur respect du cadre, c'était compliqué quand les citoyens leur disaient, mais alors pour vous, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Vous venez de nous présenter tout un ensemble de mesures, mais lesquelles fonctionnent vraiment, etc. Problématique aussi de l'évaluation de l'impact en termes de gaz à effet de serre de chacune des propositions. Personne ne sait le faire véritablement, c'est extrêmement compliqué. Donc, j'insiste là-dessus parce que ce qu'introduisent ces dispositifs délibératifs, c'est une autre forme de, alors je dirais pas de dialectique, mais une autre forme de dialogue entre experts et profanes. Par rapport à ce qui se joue habituellement dans la société, voire même dans d'autres dispositifs participatifs qui ne se déploient pas sur un temps aussi long. Grosso modo, où c'est l'expert qui parle le mieux qui remporte la donne. Alors, ça n'est pas complètement vrai, parce que Nicolas Hulot, quand il intervient en assemblée plénière, il emporte le morceau, c'est-à-dire qu'il fait passer des choses très importantes. Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui connaissent un peu l'écologie, même chose. Jean-Marc Jancovici, il a un pouvoir d'influence très charisme. Le charisme des experts, c'est une des données essentielles des dispositifs. Et il ne faut pas se le cacher, et il faut le prendre en compte dans l'analyse. Mais dans l'ensemble, ils ont plutôt joué le jeu, et dire les citoyens ont été instrumentalisés et réduire ce qui s'est passé à une caricature. Alors, dernier point, la réception, la production et la réception. Alors, évidemment, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, la production, même si j'y suis impliqué à double titre, parce que bon, je fais une incise sur ma situation personnelle. Moi, je suis un chercheur, bon voilà, qui a fait ses campagnes de chercheur, voilà, qui était très content d'être un chercheur académique et qui trouve que ce rôle est essentiel dans la société, mais qui maintenant joue un double jeu, c'est-à-dire je suis à la fois chercheur et promoteur, activiste de nouvelles formes politiques, et aussi activiste, quoique je puisse quelquefois m'en cacher, de l'environnement. Donc évidemment, j'étais très heureux à la fin que les productions citoyennes aillent très au-delà, et je maintiens les choses, très au-delà de ce que les assemblées, et en particulier la majorité actuelle, étaient capables de produire à la fois en termes de qualité et d'ambition sur cette question du climat. Donc, pour ce qui est des outputs du truc, les propositions, pour moi, par leur cohérence et par leur ambition, on avait déjà quelque chose qui disait, ben oui, c'est un pari qui mérite d'être tenté, que celui d'essayer d'infléchir nos politiques dans le sens d'une meilleure prise en compte des enjeux climatiques en passant par la case citoyenne, c'est-à-dire en incluant les citoyens dans le processus de décision. Pour moi, c'est une stratégie qui n'était pas forcément, d'un certain point de vue, gagnante a priori. C'est-à-dire que les citoyens auraient pu dire pas touche à ma bagnole, pas touche à mon mode de vie, on n'est pas prêt à faire des changements, etc. Non, ils ont montré que contrairement à ce que disent un certain nombre de leurs représentants, ils étaient prêts à des changements importants et des changements qui sont systémiques. Parce que même si ces 160 propositions donnent le sentiment d'une approche sectorielle, technique, fragmentée des choses, si vous faites le tour, et un certain nombre de citoyens l'ont bien compris, il y a une amorce de changement systémique. Si on met tout ça en place, rénovation thermique, etc., changement des modes de consommation, on a un vrai changement de société ou un début de changement de société. Donc, on a finalement, je vais parler que des citoyens. Si vous voulez me poser des questions, sinon je suis trop long, sur la place des universitaires, on pourra y revenir, mais je ne sais pas m'arrêter. Donc, combien de temps il me reste, Camille?
Je ne vous entends pas. Ah, pardon. Peut-être encore... 10 minutes 5 Oui, voilà, 2-3 minutes. Ouais, c'est long, hein, c'est long. Hein. Non, mais comme c'est très dense, c'est super intéressant. En fait, mais je pense qu'après, ça devient les pénible à la fin. questions... Ouais, Non, pas du tout, mais les questions, je pense, vont être très nombreuses. Là, il y en a encore Allez, une dizaine. Donc... Bon, dizaine, bon, d'accord. Une dizaine de pas de questions, une dizaine de Non, minutes. 2 minutes, et après, je pense qu'il y aura beaucoup de questions, mais il y en a plein qui me sont venues en écoutant, je veux dire. Eh bien, tant mieux. Alors, sur le produit. Donc, c'est un produit qui valide une anticipation qui était celle des activistes, alors d'une partie des activistes délibératifs, mais surtout des activistes de l'environnement qui étaient à l'origine du processus. L'idée qu'on pourra changer, on ne pourra changer les politiques environnementales qu'avec plus de démocratie, hein, et que ça ne pourra absolument pas se faire en l'état actuel des choses, à travers la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne, qui est complètement verrouillée, hein, par les intérêts économiques et financiers de court terme, alors que les citoyens, ça c'est un des apports finalement des citoyens, c'est que les citoyens qui n'ont pas d'élection à conforter ou qui n'ont pas d'ambition électorale, qui ne sont pas sous l'influence de lobbies ou de groupes d'intérêt, prennent des mesures qui vont, alors, je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, qui vont plutôt dans le sens de l'intérêt général. Alors même que... Bon. Donc on a fait une épreuve, on a fait une démonstration, à mon avis, de cette stratégie. Deuxième remarque, l'articulation entre la démocratie d'assemblée citoyenne, la démocratie délibérative, et les trois autres formes de démocratie existantes. La démocratie contestataire, hein, les mouvements, la démocratie représentative et tout son écosystème politique. Je pense aussi aux médias, je pense voilà. Et ce qu'aurait pu être, alors je commence par elle, le référendum. Pour moi, il était absolument évident que la conclusion politiquement idéale et légitime de cette expérience, c'était un référendum. Et pour moi, c'était un référendum qui aurait dû s'organiser de la manière suivante, 5 ou 6 référendums sur 5 ou 6 projets de loi. Je dis les 5 projets de loi issus des groupes de travail, plus un projet de changement plus institutionnel, de gouvernance, qui aurait été soumis le même jour aux citoyens, qui évitait très vraisemblablement le risque plébiscitaire, qui permettait peut-être, alors il y avait un coefficient de risque, et on y reviendra, peut-être d'amorcer véritablement ce changement de politique climatique en France, et qui permettait de légitimer, d'un certain point de vue, a posteriori et de manière claire, l'expérience. Les citoyens ne l'ont pas voulu. Alors, c'est très bien rendu par le documentaire que citait Marion. Ils ont hésité à faire le saut. Alors, il y a plein d'explications possibles et en concurrence. La première, qui est celle qui vient immédiatement à l'esprit, c'est qu'ils ont pris la grosse tête, c'est-à-dire qu'ils ils se sont assimilés finalement à une élite en disant, et ça a été des arguments qu'on a entendus, le reste des citoyens ne comprendra pas, puisqu'ils ne savent pas autant de choses que nous, ils n'ont pas fait tout le travail que nous on a fait, donc on ne peut pas leur confier cette responsabilité, on n'y arrivera pas. Donc, une sorte d'aveu d'échec, c'est-à-dire de logique plutôt aristocratique, ou en tout cas, et qui expliquerait ça. De mon point de vue, les choses sont différentes. Il y a une autre explication, à mon avis, majeure, qui est qu'on ne leur a pas dit, et notamment les juristes à qui ils ont posé des questions, ne leur ont pas dit que le scénario que moi j'envisageais, c'est-à-dire 5 projets de loi ou 6 déposés le même jour, était juridiquement possible, alors que ça l'était, constitutionnellement possible. Autre explication, lorsqu'ils ont été amenés à se prononcer sur l'issue de leur proposition par référendum, ces propositions-là, un certain nombre avaient été divulguées au moment du plan de relance, donc quelques semaines plus tôt. Ça a été aussi un épisode intéressant.
Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une sorte de levée de bouclier de tout l'establishment proche des milieux d'intérêt économique et financier, à commencer par les éditorialistes de différentes radios et de différentes télés, qui ont accusé les citoyens d'être des Khmers verts, des bolcheviks, des bobos écolos, etc. Et ils ont pris peur, les citoyens. Vous imaginez pas comment ils se sont trouvés exposés. Et ils se sont dit, si c'est ça, la manière dont on nous perçoit, comment voulez-vous que les citoyens nous suivent, hein? Donc, il y a eu un effet rétroactif des premières réceptions de leurs propositions, et ils ont pris peur, tout simplement. Et ils ont cru, je pense, ils ont eu tort, ils ont cru qu'ils avaient plus de chances de voir aboutir les choses par la voie parlementaire que par la voie référendaire. Or, ce qu'ils avaient oublié, et ce que nous, on avait fait semblant d'oublier, ce qu'on avait fait semblant d'oublier, quand je dis nous, c'est Mathilde, Imer, Cyril Dion, moi, etc. Ce qu'on avait fait semblant d'oublier, c'est que la probabilité que Emmanuel Macron tienne sa promesse était relativement faible. Tenir sa promesse, qu'est-ce que ça voulait dire? Tenir sa promesse, ça voulait dire simplement transmettre à l'Assemblée telles quelles les 149 propositions, sans filtre, selon ces termes. Or, vous savez ce qui s'est passé pendant tout l'été et l'automne 2020, c'est qu'il a soigneusement expulsé des propositions soumises à l'Assemblée, toutes les mesures qui avaient une quelconque portée, hein. Donc, il n'a gardé que le symbolique. Ce qui fait du nombre, hein, d'un certain point de vue, mais ce qui ne fait aucun changement. Donc, il a trahi cette promesse, fondamentalement. Et en fait, ce à quoi ont cru un certain nombre d'entre nous, dont moi, c'est que le rapport de force créé par la puissance politique de l'expérience, et surtout par les soutiens de cette expérience de l'extérieur, serait suffisante pour faire bouger une majorité qui ne veut pas de changement. Et en fait, ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, voilà pourquoi l'articulation avec la démocratie référendaire ne s'est pas faite. Il y a l'articulation avec la démocratie contestataire, très intéressante à observer. Il y a des travaux très intéressants. Laurent Jean-Pierre travaille là-dessus, Maxime Gabory. Alors, il y a eu à la fois des divisions au sein des associations environnementalistes et puis des phénomènes de ralliement. Quand ils ont mieux compris, quand ils ont vu les propositions, la plupart des associations ont décidé de se rallier. Alors un certain nombre étaient très contents, mais cette satisfaction qui consiste à dire, de toute façon je l'avais dit, hein, satisfaction un peu morose de celui qui sait tout avant, etc. Bon, certains sont restés sur cette position. De toute façon, je le savais, donc j'avais raison. La satisfaction d'avoir eu raison avant, en fait, plus personne, à mon avis, ne peut s'en satisfaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été tenté, etc. Troisième, l'articulation sur la démocratie représentative, l'atterrissage ne s'est pas fait correctement. Et en fait, ce qui s'est joué dans l'après-convention citoyenne a amené les 150 citoyens, en tout cas une partie d'entre eux qui sont constitués en association, à entrer dans un faux rapport de force avec les parlementaires, les lobbies, les membres de cabinets ministériels. Et évidemment que tout ça a été truqué et que, évidemment, ils ne pouvaient pas, évidemment, lutter, mais ils se sont constitués en association. Donc, les trajectoires de politisation sont vraiment intéressantes. Bon, évidemment, ça intéresse souvent les politistes. Oui, il y a des trajectoires de politisation. Non, on ne peut pas véritablement quantifier. Oui, il y a un ventre mou. Il y a des gens qui sont restés en périphérie de l'expérience, mais il y a un nombre significatif. Moi, je l'évaluerais à près de la moitié de citoyens qui se sont révélés au cours de l'expérience. Et puis, voilà, l'articulation avec la démocratie représentative, donc atterrissage raté, mais néanmoins, et c'est mon dernier mot, oui, on peut avoir le sentiment d'un échec, évidemment, si on pensait que ça permettrait un grand soir
de réforme institutionnelle, un grand soir de changement de politique en matière environnementale. Mais si on raisonne, comme c'est mon cas, de manière beaucoup plus incrémentale, en me disant que de toute façon, il est totalement irréaliste de penser que tout pourra se changer sous une forme de basculement révolutionnaire et qu'on ne peut avancer qu'à coup de compromis, de combats gagnés, de ruses avec le pouvoir, même si pour ce qui est de la question climatique, mais aussi pour ce qui est de la question démocratique, c'est une stratégie qui est peut-être pas la bonne parce que les choses vont tellement vite, se dégradent tellement vite sur ces deux fronts que cette stratégie, alors je dirais pas des petits pas, mais cette stratégie incrémentale ou symbiotique, pour reprendre le vocabulaire d'Eric Olin Wright, qui est un sociologue qui m'influence beaucoup, cette stratégie symbiotique, bon, elle est en train de révéler ses limites, fondamentalement, on a avancé. Et en fait, je pense qu'on a acculturé une partie des citoyens à l'idée d'un tirage au sort, à l'idée selon laquelle la démocratie délibérative pouvait être efficace et que ça compte, mine de rien. Voilà. Je suis Merci sûr que beaucoup. parmi vous, beaucoup resteront sceptiques, mais je suis prêt à toutes les contradictions. Merci beaucoup Loïc, c'était vraiment passionnant, très dense, il y a énormément d'idées. Donc moi j'avais préparé plein de questions, mais je pense qu'on peut en poser qu'une pour commencer, pour que tout le monde puisse poser ses questions. Et justement en rebondissant sur cette conclusion, sur le point de la stratégie des petits pas et de l'intégration des responsables politiques, en fait, justement, c'était une question que je voulais discuter avec Claudia qui n'est pas là sur l'Irlande. Il y a un point particulier qui a eu lieu en Irlande et qui est assez peu mis en valeur par les personnes qui travaillent sur la démocratie délibérative, qui ont souvent, pour reprendre les termes d'Alice, un tropisme procédural assez fort avec un idéal. Pas exagéré non plus, parce que voilà, ça a changé ces choses-là. Ça a changé, mais disons que ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai qu'en Irlande, un des points particuliers, c'est que la première fameuse convention citoyenne comptait des politiciens, comptait 33 députés qui ont participé. Et d'ailleurs, ça avait été énormément critiqué à l'époque comme risquant justement d'avoir, qui domine le processus, etc. Et je me demandais dans quel pouvait être en fait l'apport de ce type de choses un peu hybrides, au moins dans la période d'acculturation. Et parce que moi, ce qui m'avait aussi beaucoup frappé sur la Convention citoyenne sur le climat, c'est à quel point les quelques débats qu'on a pu entendre à l'Assemblée sur le sujet rappelaient avec une force vraiment presque caricaturale dans les arguments cette espèce de prééminence et même d'univocité du type de représentation légitime. Et donc, voilà, je me posais la question de cette articulation qui finalement est pas souvent discutée en tant que telle parce qu'il y a peu d'expériences, il me semble, qui mettent des élus directement dans le processus et comment ça pourrait peut-être contribuer justement à changer un peu les choses. Si tu le veux bien, je vais répondre question par question et je vais essayer de répondre vite pour qu'il y ait quand même un maximum de questions avant qu'on s'arrête. Oui, la question que tu poses est une question intéressante. Alors, c'est l'originalité de la première des assemblées citoyennes irlandaises. Après, ils y ont annoncé la première où il y avait un principe, comme tu l'as rappelé, un tiers de politiques professionnelles, de représentants et 2 tiers de citoyens avec une présidente ou un président, je ne sais plus, qui jouait le rôle d'arbitre. D'après ce que je sais des travaux qui ont pris cette expérience pour objet, la domination des professionnels sur les profanes n'a pas été telle qu'elle est complètement dévoyé l'expérience et biaiser la délibération. Au contraire, ils ont pu d'un certain point de vue, limiter les effets de légitimité, de légitimité de représentants. Alors, c'est un contexte. L'Irlande,
il y a un contexte qui est celui de la France, où on n'a pas affaire véritablement toujours au même type de personnel politique, et on se trouve dans une culture politique où, comme l'a très bien montré Marion Paolotti dans les tas de travaux, où la figure du représentant, la figure de l'élu, elle s'oppose évidemment à toute reconnaissance de la moindre légitimité citoyenne. Donc, ce serait peut-être plus compliqué à gérer pratiquement. Parce que n'oublions pas qu'on a affaire à des artefacts d'égalité, c'est-à-dire qu'en fait, on crée de l'égalité entre des gens qui sont fondamentalement inégaux, même quand ils ne sont que citoyens. Donc, ça, c'est le rôle des facilitateurs, c'est le rôle de l'animateur, et c'est le rôle du cadre de permettre ça. Donc, ce serait été plus compliqué en France. En Belgique, comme tu l'as vu, la communauté française francophone de Bruxelles expérimente des formes de commissions hybrides, citoyens tirés au sort, élus. Je dois dire que, alors, sous bénéfice de vérification, à partir de l'expérience belge notamment, moi j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ça, aux formes d'hybridation. Tout ce que j'ai pu observer comme tentative m'ont laissé penser que les citoyens perdaient beaucoup à être mêlés à d'autres, au sens où finalement leur autonomie quand même, elle n'est pas possible dans ce type de choses, et où quand même à la fin c'est le point de vue de ceux qui sont les plus habiles à prendre la parole qui finissent par l'emporter. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer d'autonomiser ces assemblées citoyennes, quitte à les intégrer dans des cadres plus composites, dans lesquels il y a des acteurs de légitimité différentes dans un même système. Je suis pour ça, mais en tout cas, il faut que ces assemblées citoyennes soient des assemblées citoyennes pour que leurs paroles puissent échapper. On ne peut pas convertir des requins en moutons d'un certain point de vue. On ne peut pas les empêcher alors, ils auront beau dire que finalement, vous introduisez vraiment le loup dans la bergerie quand vous introduisez des gens qui sont déjà des porteurs d'intérêt. Ce qui ne veut pas dire non plus que je suis hostile à ce que parmi les citoyens, il y ait des gens qui ont déjà des engagements préalables. Ça, c'est indispensable. Ce serait absurde de croire qu'on pourrait n'avoir que des citoyens naïfs qui n'ont pas ni de croyances, ni d'engagement, ni d'expérience antérieure. Mais il faut que ce soit des citoyens. En tout cas, moi, j'en démords assez peu. Et pourtant, j'ai fait parmi d'autres, avec d'autres, des propositions institutionnelles, notamment d'assemblées citoyennes du futur, où il y aurait 2 tiers de citoyens, 1 tiers de représentants d'intérêt, peut-être dans ce contexte-là, mais de politique, non. Parce que l'argument principal, c'est de dire qu'en fait, ce qui fait la valeur de la délibération ici, c'est que les citoyens sont détachés de toute tutelle ou de tout engagement ou de toute... ça peut être problématique. Ça peut être problématique parce qu'on dit, bon voilà, vous niez l'importance des conflits, etc. Mais non, moi, voilà, c'est un peu ma réponse qui n'est pas excellente, ça j'en conviens, mais c'est ma réponse. Alors, ce qu'il aurait fallu, peut-être, c'est embarquer des députés plus tôt dans le processus, c'est-à-dire désamorcer leurs craintes, parce que tu as raison, il y a des craintes qui sont liées, déjà pour les parlementaires aujourd'hui. Que pèse un parlementaire seul dans le schéma institutionnel français aujourd'hui? Rien. Et si on leur dit, en plus, on va vous remplacer par des citoyens à ce moment-là, et en plus, on va vous contourner, parce qu'ils ont vécu ça comme une forme de contournement par un président qui n'a cessé de les mépriser.
et de leur forcer la main. Il faut bien comprendre, leur position, elle devient très compliquée et on peut l'étendre à des tas d'acteurs politiques professionnels qui, parce qu'ils ont une légitimité de plus en plus faible, ils sont de plus en plus attachés à cette petite différence par rapport à des citoyens dont ils ont le sentiment qu'ils vont finir par leur prendre le job. Sachant qu'il y a des phénomènes de concentration du pouvoir quand même dans les exécutifs qui sont tout à fait notables dans tous nos échelons de gouvernance. Donc voilà, donc les embarquer, mais est-ce que ça aurait suffi? Moi, ce que je préconiserais, hein, si je devais avoir la main sur une réforme institutionnelle, c'est que s'il devait y avoir d'autres conventions ou une assemblée citoyenne tirée au sort, il y a un système de rapporteurs qui seraient des parlementaires, mais qui seraient en charge finalement de rapporter sur les projets de loi. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on arrive dans l'enceinte parlementaire, les parlementaires reprennent la main, mais ils le font dans des formes respectueuses de la loi, de la proposition d'origine. Voilà. Sophie, est-ce que tu veux que je lise ta question ou non, tu peux la poser à Loïc, et après il y aura Anya et Tinette et Anya qui avaient des questions aussi. C'est quelle, Sophie? C'est moi? J'ai pas posé de questions sur le chat, mais... Ah bon? Ah non, alors qui a posé une question? Ah non, pardon, c'est Dercio, désolé. Et voilà. Mais après, j'en pose volontiers une après. D'accord. Donc, désolé, c'est Dercio qui avait une question. Est-ce que tu veux la poser ou tu veux que je la lise, Dercio? Non, tu peux dire qu'à mettre, s'il te plaît. Merci. D'accord. Donc, Dercio demandait comment est-ce qu'on pouvait contourner la question de la tyrannie de la minorité, et comment est-ce qu'on peut penser en fait la question d'un groupe très minoritaire qui se considère finalement un peu comme le porte-parole des autres. Est-ce que ça masque des questions d'inégalité, et plus généralement, qu'est-ce que ça peut nous dire aussi sur la légitimité d'un petit groupe à représenter les Français dans Alors, ça dépend de ce qu'on appelle la minorité. Parce que la minorité, c'est la petite minorité de représentants qui ont été élus eux-mêmes par une minorité d'électeurs, hein, une minorité de plus en plus faible d'électeurs, ou est-ce que c'est la minorité composée par les citoyens participants, qui est une minorité aussi, hein. J'ai un étudiant en thèse qui a fait sa thèse il y a quelques années, qui avait parlé du 1% participatif, c'est-à-dire que dans les Guillaume Petit, dans les villes sur lesquelles il avait travaillé, au final, on s'aperçoit qu'il y a un pourcentage très faible de citoyens qui participent effectivement. Oui, c'est une autre forme de minorité. Je ne sais pas à laquelle vous faites allusion, Dercio. En fait, là, le débat, c'est un peu... Bon, encore une fois, bonjour à tout le monde. C'est un peu le débat qu'on a tenu, ça fait déjà quelques mois, d'ici quelques années, qui pose la question par rapport en disant que, bon, avant, il y avait la majorité, en disant, pour les élections, mais aujourd'hui, on voit apparaître des petits groupes qui décident par rapport aux autres. Ah oui, d'accord. Et là, je parle en termes du choix, parce que, par exemple, vous avez parlé de choix aléatoire. Est-ce que ça ne pose pas de problème si on décide comme ça? D'accord. Alors, bon, j'ai l'impression que vous faites allusion à une troisième acception de cette impression de tyrannie des minorités. C'est peut-être l'acception d'un Marcel Gauchet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait, alors avec laquelle je suis en désaccord complet, hein, on aurait une démocratie qui s'organise autour du fait que des petits collectifs, parce qu'ils parlent très fort, revendiquent des droits, essayent de censurer les autres, imposeraient leur volonté à une majorité qui n'aurait plus voix au chapitre. Bon, moi, je ne suis pas du tout sur cette position-là. Je pense que c'est une interprétation assez erronée de la réalité. Oui, bah vous, alors je suis en désaccord avec ça. Hein, je suis en désaccord avec ça. Moi, ce que j'essaye, c'est à la fois
qu'on ait le beurre, en fait, ce sur quoi je me bats. Alors non, moi je suis pas du tout d'accord avec Marcel Gauchet, etc. Pour moi, c'est voilà, ce sont des discours dont le mien aussi a une portée idéologique, mais le leur défend une idéologie et une vision de la démocratie qui est pas du tout la mienne. Et je trouve que c'est un constat assez erroné de ce qui se joue aujourd'hui dans la population. Au contraire, c'est cette fameuse majorité qu'ils disent silencieuse, mais qui est de plus en plus bruyante, qui est en train d'imposer à toutes les minorités sa volonté. Donc, non, c'est pas du tout une majorité sociale, ethnique, etc., culturelle. Donc, moi, je suis pas en désaccord avec vous, Dercio. Simplement, ce que vous pointez est important. C'est 150 citoyens. Bon. Il y a 577 députés. Est-ce que les 577 députés ne sont pas que 577? C'est-à-dire que leur parole et leur action engagent beaucoup plus qu'eux-mêmes. Les 150 citoyens, non. Ils ne l'ont pas démontré. En tout cas, ils n'ont pas démontré, et ce ne serait pas suffisant d'ailleurs, ni au travers de sondages, ni au travers de mobilisations sociales, ni au travers de manifestations. Ils n'ont pas montré qu'ils engageaient au-delà d'eux-mêmes. Donc, du coup, il est parfaitement légitime de dénoncer leur absence de légitimité dans le cadre qui est le nôtre. C'est pour ça que le référendum était l'épreuve de validité indispensable en démocratie, l'épreuve de validation nécessaire à ce que leur point de vue puisse se transformer en décision. Simplement, il ne peut pas y avoir de tyrannie, parce qu'une tyrannie, pour reprendre vos mots d'Hercio, une tyrannie impliquerait qu'ils imposent leur volonté. Non, ce qu'ils ont fait simplement, c'est être à l'initiative de quelque chose. En fait, ils ne sont pas du tout souverains. Après, c'est le peuple qui décide ou c'est les parlementaires qui décident. Mais dans un monde où les parlementaires eux-mêmes ont de plus en plus tendance à ne représenter qu'une petite minorité, et avec un mode de scrutin délirant comme le nôtre, une petite minorité de la population, se pose la question de la diversification des formes de représentation politique dans notre pays. Ania, tu avais une question aussi? Ah, attention, ton micro n'est pas branché. Merci. Donc, tout d'abord, merci pour cette présentation très intéressante. Oui, j'avais une question par rapport, justement, ça fait un peu référence à ce qu'il disait Dercio, donc par rapport à cette représentativité. Donc, vous disiez au début qu'effectivement, qu'elle était statistique, donc vous voulez dire par là sociodémographique, oui, et pas politique. Et donc, je n'ai pas tout à fait compris tout à l'heure pourquoi, en fait, ne pas vouloir contrôler un peu ce biais qu'on s'intéresse pour l'environnement, on est intéressé par des questions d'environnement. Qu'est-ce que ça peut éventuellement introduire comme un biais, puisque vous disiez qu'il y a eu d'autres expériences qui justement ont fait le choix d'inviter des climat sceptiques, mais peut-être juste ceux tout simplement qui ne s'intéressent pas à ces questions-là. Et deuxième question, toujours liée à ça, vous avez dit qu'il y avait des quotas qui étaient très importants, comme par exemple le niveau d'éducation. Donc moi, je m'interroge sur les autres quotas du coup qui étaient intéressants pour vous, par exemple l'âge. Quelle était la représentativité des jeunes dans cette convention citoyenne. Et puis, une dernière question. Je me suis posé cette question tout à l'heure quand vous parlez des groupes de travail. Est-ce que vous avez eu un œil sur justement la représentativité des groupes de travail? Donc, est-ce que dans les groupes de travail, il n'y a pas eu certains profils de citoyens qui se sont jetés sur certains sujets plutôt que sur d'autres? Voilà. Et au sein de ces groupes, est-ce qu'il n'y a pas eu des tendances oligarchiques? C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas eu des citoyens qui ont monopolisé la parole plus que d'autres? Voilà. Merci. Bon, c'est que des questions intéressantes. Alors, pourquoi ne pas avoir pris en compte les opinions à l'égard du climat? Bon, d'abord,
quels auraient été les critères pertinents, parce qu'on pouvait aussi envisager de prendre en compte les opinions politiques. On pouvait essayer de prendre en compte tout un ensemble d'éléments. On ne l'a pas fait, les Anglais l'ont fait, mais bon, si vous regardez la visibilité, la réception de l'expérience anglaise, elle ne témoigne pas forcément en faveur de leur expérience. Hein. Ça s'est fait vraiment dans un contexte politique différent. Alors pourquoi? J'ai le sentiment alors c'est une vraie question, hein. On ne se l'est même pas posé. Je crois que ça vient de deux éléments en particulier. Le premier élément, c'est qu'il y a une tradition quand même dans la conception de dispositifs en France qui fait qu'on essaye justement de ne pas tenir compte de ces positions. Alors ça ouvre. Pourquoi? Parce que on a une crainte très forte de la polarisation. C'est-à-dire, imaginons que dès le départ, on est objectivé par des votes, les positions des individus, le risque de cristallisation de ces positions, le risque de polarisation était quand même relativement forte, et ça participe de la volonté d'assurer une forme de fluidité des opinions et de favoriser par là même à la fin le dépassement des oppositions initiales. Ne pas en tenir compte par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure du test qui a été fait sur les attitudes préalables des citoyens comparées à celles du reste de l'opinion, n'a pas été préjudiciable au fait qu'il y avait une certaine représentativité, y compris sur ce critère-là. Donc, au final, on n'a pas forcément beaucoup perdu, et à mon avis, on a beaucoup gagné à ne pas objectiver les choses. C'est ma réponse. Donc, tradition et puis prudence à l'égard de ce type de démarche, et puis critères aussi. À partir de quand on est climato-sceptique? Est-ce que, dans le questionnaire de départ, on prend en compte ça? Il faudrait, oui, c'est une vraie réflexion. Ouais, le choix sur les vaccins. Alors moi, je me suis retiré de… Ah oui, le fameux groupe, hein, oui, mais ça, je ne veux même pas en parler. Oui, celui d'après. Parce qu'il y avait eu une conférence citoyenne sur les vaccins il y a quelques années où j'avais refusé effectivement de participer parce qu'il n'y avait pas de garantie. Alors, on m'avait demandé évidemment de faire partie du comité de pilotage, mais il n'y avait aucune garantie, et c'était un dispositif de communication, pas un dispositif participatif. Et celui-là, alors là, je retire toute responsabilité sur la manière dont il a été fait et ce qui en est advenu. Deuxième question sur les autres quotas, évidemment, tous les autres ont été plus ou moins respectés. Alors, des quotas classiques, inscrits dans le processus d'échantillonnage, âge, genre, lieu d'habitation, donc région, et catégorie socio-professionnelle. Donc ça, c'est OK. Mais on a validé aussi, me semble-t-il, mais sans le chercher, un quota, moi, qui m'importait, mais qui n'avait pas été introduit, c'est les habitants dans les quartiers. Les quartiers vie sociale, etc. Il se trouve qu'on en a autant que dans la population générale, de gens qui habitent dans les quartiers. Alors, ce n'est pas forcément les plus discriminés dans ces quartiers qui ont participé, quoique. On a fait mieux encore sur un quota qu'on n'a pas recherché, qui est le quota de bénéficiaires des minimums sociaux. On en a plus dans notre groupe qu'il n'y en a dans la population française. Alors, comment on le sait? On n'a pas demandé aux citoyens, évidemment. C'est parce que comme ils étaient indemnisés, un certain nombre d'entre eux ont dépassé les minima sociaux. Et donc, du coup, on a pu identifier ceux qui… On a été aussi très attentif à deux autres quotas, les ultramarins,
Alors, très compliqué, les gens qui habitent en Outre-mer. Très compliqué. Alors là, on n'a pas fait de tirage au sort. On a eu recours, on a fait quand même en partie du tirage au sort, mais on a eu recours à des fichiers assez exhaustifs d'ultramarins résidant pour travail, pour raisons professionnelles ou pour raisons d'éducation en France. C'est-à-dire des gens qui n'allaient pas être obligés de faire des allers-retours entre leur territoire et Paris. Et puis, on a voulu avoir, pour respecter aussi ce point, 2 personnes précaires, c'est-à-dire 2 personnes, voilà, des sans domicile fixe. Et là, on ne les a pas tirés au sort, évidemment, et on ne leur a pas téléphoné, mais on a eu recours aux petits frères des pauvres, qui ont accompagné 2 personnes. Alors, l'une n'a pas du tout pu rentrer dans le dispositif, c'est-à-dire qu'elle est partie tout de suite, c'était trop compliqué. La deuxième s'est accrochée et participer. Donc, je pense qu'on a quand même validé tout un ensemble de… Bon. Et puis, évidemment, sur la question des phénomènes de leadership d'opinion dans les groupes, on a recouru au tirage au sort des citoyens pour l'affectation dans les groupes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi leur affectation en fonction de leur intérêt ou de leur spécialité, pour éviter de créer une dissymétrie entre des spécialistes et d'autres citoyens. Et on a pratiqué le tirage au sort de manière systématique pour tout. Par exemple, pour les 2 membres de l'Assemblée participant au comité de gouvernance, parce que en fait, nous voulions une transparence des décisions du comité de gouvernance. Donc, à chaque session, 2 personnes étaient désignées pour participer, et je peux vous dire qu'elles ont vraiment participé. Elles ont participé à la fabrique du consensus au sein du comité de gouvernance. Il y avait du tirage au sort, et on a tiré au sort systématiquement. Et puis, dernier point, pour éviter le leadership d'opinion, ça, ce qui s'est rendu possible par l'action des animateurs. L'ingénierie de la concertation, bon, c'est un truc qui m'intéresse puisque je dirige à Sorbonne un master d'ingénierie de la concertation, c'est-à-dire des gens qui sont des professionnels de la facilitation. Et les 2 cabinets principaux sont les 2 plus performants, les deux plus rigoureux sur des standards d'éthique démocratique du marché, hein, c'est Res Publica et Mission Publique. Voilà, c'est eux qui ont fait le job. Ça, c'est un job à part entière. Et grosso modo, ça a marché. Je peux vous dire que ça a marché. Alors, il y a quand même des limites. Moi, j'ai une étudiante, malheureusement, c'était un M1, donc elle n'a pas pu faire un gros travail là-dessus, mais qui, cette année, a repris toutes les séances plénières de l'Assemblée qui sont disponibles pour regarder les différences de prise de parole au prisme du genre. Ça intéressera évidemment Marion, c'est très intéressant. Elle a fait une petite catégorisation des prises de parole, elle a surtout minuté les prises de parole, elle a fait truc. Évidemment, je ne vais pas vous cacher, qu'en assemblée plénière, où là on est dans l'hémicycle du comité, il y a quand même un biais de genre. C'est-à-dire pour prendre la parole, alors elle a une notation très très fine, elle nous dit que les femmes interviennent souvent de manière réparatrice. C'est-à-dire quand il y a, voilà, c'est-à-dire que sur le type de prise de parole dans lesquelles les femmes sont plus nombreuses que les hommes, c'est sur les prises de parole de réparation pour réarranger les bidons quand ça part en vrille. Bon voilà, donc il y a des travaux comme ça à faire. Je peux pas vous dire, mais il y a eu des très beaux exemples de leadership d'opinion contrariée. Il y a un exemple assez paradigmatique d'un professeur de médecine du sud de la France, particulièrement désireux de prendre le pouvoir par la discussion et qui s'est fait bâcher par les autres. C'est-à-dire qu'il y a des formes de contrôle croisé dans un dispositif comme celui-là qui se déroule sur plusieurs mois. Grosso modo, il y a un étalonnage quand même voilà. Non, c'est très intéressant, mais on n'a pas été aveugle à ça. On a été aveugle aux gens. Même si on faisait des binômes, elle nous dit, l'étudiante, à juste titre, que le comité de gouvernance a été totalement aveugle aux gens. Et d'un certain point de vue, c'est vrai.
Marion, je t'ai même pas laissé Ah, poser des questions tout à l'heure. Je pense qu'on a non, plus. aucun souci. Merci infiniment, Aloïs. C'est vraiment super intéressant de t'entendre parler comme ça en direct. Moi, je voudrais revenir sur ce point qui est absolument fascinant hein, dans le documentaire que tu as évoqué. Alors, du coup, je vous l'ai mis en lien où les citoyens refusent de recourir au référendum globalement, hein, puisqu'ils le retiennent pour écocide et pour l'inscription dans la Constitution de la prise en compte du changement climatique. Hein, mais l'écarte pour toutes les mesures concrètes. Alors, tu nous as dit, il y a l'effet quand même des juristes qui ont imposé une espèce d'expertise là, qui reste très puissante, sur laquelle on n'a jamais le sentiment de pouvoir être à égalité sur l'article 11, etc. Et puis, il y a le contexte, il y avait eu des fuites, des réactions, des surréactions d'emblée, et ils ont pris peur. Hein. Mais quand même, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, hein, ce qui frappe, c'est qu'effectivement, ces citoyens qui sont là après les Gilets jaunes pour représenter un pouvoir citoyen, dont nous, on pouvait se dire le débouché naturel sera évidemment un référendum pour l'emporter à la fin, les cartes avec des arguments très éculés, qu'on perçoit comme élitistes, la différence entre nous qui savons et eux qui ne savent pas, etc. Et donc, c'est très marquant. Je trouve que ça renvoie à toutes les questions sur les mini-publics, mais qu'évoquait aussi Saint-Omer lors de la dernière séance du séminaire, c'est-à-dire dans les mini-publics, jusqu'à quand on peut considérer que les citoyens sont représentatifs des citoyens? Ah ouais. On se dit, mais pas longtemps finalement. Voilà, et puis moi, ce qui me fascine aussi, hein, c'est la confiance qui manifeste vis-à-vis de la politique classique, des institutions, du Parlement, hein, du président. Alors peut-être c'est l'effet du sans filtre du départ, hein. Ouais. Mais alors qu'on les voit au début du documentaire, des gens dire je vais assez vite, hein, tous pourris, moi je vote pas, etc. Une espèce de confiance qui fait qu'ensuite, la convention, elle est prise dans politique as usual, hein, négociation avec les groupes d'intérêt, la convention marginalisée parce que pas de présence en fait dans l'organisation des pouvoirs. Hein. Et je me réfère là aussi à quelque chose que je vous ai mis dans le chat, hein, qui est une discussion à laquelle Loïc participe sur le site de l'AFSP avec Alice Mazot et avec Simon Persico, hein, qui est extrêmement intéressante. Et sur la question là, que tu as évoquée, est-ce que finalement, pour toi, tu dis qu'il y a plutôt une articulation là, quand même, avec des formes de démocratie, mais au final, quand même, ce qui frappe pour raccrocher au thème du séminaire, alors je pense qu'il va en rester énormément de choses, que ça a ouvert des imaginaires démocratiques, etc. Mais c'est la démocratie représentative qui l'emporte à la fin. Et c'est très, allez, au débat les citoyens, débattez bien, et puis les élus prennent ce qu'ils veulent, cette posture d'écoute sélective. Et finalement, est-ce que ça légitime pas au contraire hein, la représentation, enfin entre guillemets. Après, une des questions du coup moi que je me posais en vous écoutant avec Alice et Simon, c'est est-ce que c'est complètement inenvisageable qu'un comité de gouvernance comme ça se saisisse de l'après? On a l'impression que le comité a été très sur le dispositif, penser un beau dispositif, mais a complètement je suis d'accord. dans l'ombre hein, la question d'après. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire il peut y avoir aussi des formations des citoyens, des profanes, si c'est ça la solution, au rapport de force qu'il y aura nécessairement derrière. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu pourrais envisager pour l'avenir comme amélioration possible? Et sur ce refus du référendum comme pratique généralisée de prise de décision à l'issue de leurs travaux des citoyens, on sait après qu'ils sont restés un petit peu dépités. Tu as évoqué en février 21, quand ils notent les propositions, c'est qu'ils se sont constitués en association pour essayer de défendre ensuite les propositions, donc ce qui est sûrement très intéressant. Mais est-ce que du coup, dans les discussions, alors je ne sais pas si tu as assisté, mais est-ce qu'ils ont évolué sur leur rapport au référendum? Est-ce qu'ils ont des regrets? Et ils ont un retour réflexif sur refus? Et est-ce que, éventuellement, de repartir sur une initiative partagée, alors qu'est-ce qu'elle est, en français, a été évoquée comme solution? Et pardon d'avoir été un peu longue. Il y a plein de choses intéressantes. D'abord sur le risque de former une petite catégorie de super citoyens. Bon, ça, c'est des débats qui traversent. Bon, j'imagine que Saint-Omer se faisait l'écho de débats qui traversent la littérature internationale sur ces questions. Notamment, il y a un livre de Christina Lafon, d'une philosophe américaine, qui avertit sur ce risque majeur d'opposer
d'opposer ces groupes de citoyens formés, en quelque sorte politisés, vertueux, au reste des citoyens qui en deviendraient disqualifiés. Je crois que ce risque, il est réel. C'est vrai que ce sont des groupes ou des citoyens contrefactuels, c'est-à-dire que c'est justement parce que ils ont été formés et on a voulu les former, parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir délibérer, d'approfondir ces questions, que leur parole dispose d'une certaine valeur. Alors, simplement, cette valeur n'est pas supérieure et elle ne peut pas être substituée à celle des autres citoyens, par définition. Et le processus vertueux, c'est celui qui, justement, par un système d'aller-retour entre ces citoyens et le reste de la société, il y a une élévation du niveau de compétences et de conscience des problèmes, parmi l'ensemble des citoyens. C'est pour ça que moi, j'ai défendu, mais tu le sais, une proposition avec d'autres qui est celle du RIC délibératif, c'est-à-dire de faire comme l'État d'Oregon. Il y a un mini-public qui intervient comme un acteur décisif de la démocratie directe en Oregon, puisque ce mini-public étudie les initiatives qui sont soumises aux citoyens et informe le reste des citoyens par un document qui insiste sur les avantages et les inconvénients des différentes options. Pour moi, ça, c'est une des solutions moi, que j'envisage. Oui, il y a un risque. Alors, il ne faut pas non plus interpréter la décision des citoyens. Ça arrive à un moment compliqué. C'est une session ratée. Et puis, vous savez qu'avec le Covid, le fait que le processus s'est rallongé de beaucoup, il y a eu des processus de fatigue, des tensions très fortes au sein du comité de gouvernance et entre les citoyens eux-mêmes. Et il s'est joué peut-être dans ce vote et dans cette discussion qui a été relativement courte, des choses qui nous échappent. Par exemple, je pense qu'il y a une partie des citoyens qui s'est dit « Oh putain !» plus tôt ça se termine, mieux ça vaut. On se débarrasse du machin et j'ai pas du tout envie d'être impliqué dans la campagne référendaire. Je me sens pas du tout capable d'en remettre un coup dans la réforme référendaire. Donc maintenant, aux parlementaires de faire leur job. Deuxième élément, vous avez raison, que nous, comité de gouvernance, avec lesquels s'est créé des relations de confiance réelles entre les citoyens et nous, on a donné une image de ce que pouvait être l'environnement politique, parce que nous, on était quand même vécus comme appartenant au monde politique par une partie d'entre eux, une image qui pouvait peut-être les rassurer sur le destin de leurs propositions. Ils ont eu peu de contacts, alors quelques contacts avec des parlementaires, mais les parlementaires qui sont allés les voir avant étaient des parlementaires qui, d'un certain point de vue, étaient plutôt favorables à leurs propositions. Donc, ils ont pu s'illusionner sur la voie parlementaire. Est-ce que c'est une victoire de la démocratie représentative? Non. Très sincèrement, non. C'est-à-dire que l'effet dilatoire sur le processus de disparition programmée de la démocratie représentative, qui est moi mon hypothèse, c'est qu'elle elle court à sa destruction et elle est en train de s'autodétruire joyeusement. Il n'a été en aucun cas retardé par ça, c'est-à-dire que ça n'a produit aucune confiance. Alors, certes, Emmanuel Macron semble jouir d'un regain de confiance, mais je ne pense pas que ce soit dû à la Convention citoyenne du tout. Je pense que tout ça est très éphémère. Donc, son coup politique, il est raté. Parce que ce coup politique qui consistait à dire je vais avoir le beurre de l'image sans l'argent des changements réels, ça n'a pas fonctionné. Personne n'a été dupe. Tout le monde a vu qu'il avait méprisé les citoyens. Et en même temps, ceux qui ont fait ce constat-là ne sont pas ceux, me semble-t-il, dont Emmanuel Macron vise le vote. Parce que ça ne vous a pas échappé qu'en ce moment, il vise plutôt le vote de catégories sociales et de citoyens
dont on peut supposer que leur position à l'égard de la Convention et de l'écologie en général est plutôt négative. C'est-à-dire que pour lui, c'était un coup politique peut-être assez faible. Il a tort ou à raison. Il peut se dire, bon, je peux fâcher les écolos, je peux fâcher la petite frange des bobos démocrates, je peux fâcher les catégories populaires, mais en fait, en même temps, je m'en fous un peu, quoi, grosso modo. Bon, vous voyez tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne pense pas que ce soit une victoire. Et puis, sur l'après, oui, alors, il y a une carence qui ne peut être comblée maintenant. C'est-à-dire, plus jamais on ne refera un coup pareil. Plus jamais personne ne s'engagera, personne ne voudra s'embarquer dans une proposition venant du gouvernement de participation ou de délibération qui ne s'appuie pas désormais sur un mécanisme institutionnel clair d'articulation entre le pouvoir citoyen et le pouvoir, gouvernemental ou parlementaire. Plus personne ne le fera. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Donc maintenant, il va falloir que l'après soit organisé avant, c'est-à-dire qu'on ait des preuves claires et des garanties claires d'un accrochage ou d'une traduction réelle de la production citoyenne dans le processus de décision. Faute de ça, plus personne ne voudra y aller. Alors, c'est peu probable que maintenant il y ait des perspectives là-dessus. Et le comité de gouvernance, alors là encore, je vais dévoiler des petits secrets. Lui aussi, il en avait marre. On n'en pouvait plus. Moi, j'en pouvais plus. Je pouvais même plus assister aux réunions du comité de gouvernance. Je pouvais plus. On s'est tellement déchiré que ce n'est même pas tenable de continuer après. Et même si politiquement notre implication était douteuse, c'est-à-dire c'était plus notre mandat. On n'était plus légitime à le faire. Et en plus, on nous accusait de coacher les citoyens. Donc, voilà, je suis long, mais en tout cas, moi, je ne pouvais plus. Je peux plus. Sophie, tu avais une question ? Oui, j'avais une question éventuellement. D'abord, merci beaucoup Loïc, c'est vraiment passionnant. Alors moi, j'ai pas, contrairement à Marion ou Camille sans doute, où j'ai pas suivi en fait de près ce qui s'est passé. Donc je découvre plus par ce que tu viens de raconter, Loïc. Et moi, ce qui me frappe, c'est la question de la double expérience, donc l'expérience d'un apprentissage des citoyens par rapport aux questions d'écologie et de leur apprentissage par rapport de l'autre côté à la délibération, à la politique, à la démocratie. J'ai cru entendre ta conclusion en fait comme disant finalement le fait que les citoyens aient bien appris et bien compris les questions écologiques et qu'ils aient pris des bonnes décisions prouve que la délibération fonctionne au fond. C'est un peu comme ça que je l'ai compris, mais en même temps, en écoutant ce que tu disais, j'avais l'impression que l'élément vraiment essentiel était ce que tu as dit très clairement à un moment, c'est-à-dire le premier week-end où tout d'un coup, ils ont découvert l'ampleur du problème. Si c'est ça, est-ce que ça plaide pas plutôt pour un vrai travail en fait qu'on apprenne vraiment les questions écologiques voilà, où on peut dire que beaucoup de gens pensent qu'il y a urgence à ce qu'on comprenne à quel point c'est grave. Est-ce que c'est pas finalement plus fondamental que le fait de les faire se réunir pendant des week-ends à coût de quelques millions? Donc tu vois, c'est pas du tout une provocation, c'est une vraie question. Voilà, ça c'est quand même, disons, la question que je me pose le plus. Je voulais éventuellement, mais en sachant que s'il y a d'autres questions, tu surtout ne réponds pas à tout. Est-ce que du coup, comment tu positionnes ce genre de travail par rapport à tout ce qui nous agite un peu autour des sciences participatives? Voilà, est-ce que c'est pas autant aussi une expérience de sciences participatives qu'une expérience d'apprentissage de la délibération et de tentative de rupture par rapport au modèle politique désastreux dans lequel nous sommes. J'avais aussi l'impression que, parce que là tu mets en face démocratie représentative et démocratie délibérative, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer en France qu'on est dans un modèle de démocratie représentative dès lors que voilà, la position du président est tellement écrasante et là finalement la vraie trahison elle s'est d'abord faite là, dans le fait que le président Macron n'a pas transféré les propositions et donc après on ne sait pas ce que l'Assemblée en aurait fait, mais en tous les cas il n'y a pas eu le lien. Donc est-ce que finalement c'est la démocratie représentative qui est en cause ou de toute façon le schéma institutionnel français nous a sorti complètement de ça?
Et puis, j'avais une dernière chose autour de ce que tu disais sur le fait de ne pas avoir voulu prendre un critère politique pour éviter la polarisation. Moi, mon expérience de recherche d'échantillons qualitatifs, c'est que à partir du moment où on est aussi sérieux que vous l'avez été sur le fait de prendre en compte la réalité des degrés d'éducation et des catégories sociales, en réalité, on a très peu de polarisation parce que c'est l'indifférence qui domine absolument partout. Et qu'en réalité, la polarisation, elle n'existe que chez les très informés, très engagés, les autres. Voilà, la réalité du système politique français, c'est quand même vraiment de trouver que tout ça est très loin. Et donc, finalement, il n'y a pas forcément danger, en fait, à prendre ce type de critères, il me semble. Voilà. Intéressant. Non, ta dernière remarque est vraiment intéressante. Oui, je crois que tu as raison. On avait quand même, et ça s'est perçu, ça s'est ressenti dans les premiers week-ends, et ça a été rappelé par Marion au départ. On avait situation, même chez des gens qui avaient répondu oui, qu'ils étaient intéressés, curieux de participer à l'expérience. On avait un état d'éloignement, un état de défiance, un état, oui, tu as raison, d'indifférence et de méconnaissance du système politique qui était vertigineux, hein, et qui est à l'image de ce qu'est la société française aujourd'hui au regard de la sphère institutionnelle et de la sphère politique en général. Et quand même, c'est quand même pas indifférent que ceux qui avaient un engagement politique, parce que même dans la société française, il y a des gens qui ont un engagement politique. On avait des Gilets jaunes, on avait France Insoumise, on avait des gens comme ça. Ces gens-là n'étaient pas du tout incités à faire valoir cette identité. Au contraire, ils prenaient un risque énorme à la faire valoir. Donc, alors peut-être qu'ils l'ont mis sous le boisseau de manière artificielle, mais voilà, ils n'étaient pas du tout… bon, non, mais c'est intéressant cette hypothèse. Alors, sur la première hypothèse, moi, tu sais, ma position, c'est tout est bon. Une position épistémologique, non, tout n'est pas bon d'un point de vue épistémologique, hein, comme disait Feyerabend, hein, tu sais, tout n'est pas bon, il y a des protocoles qui sont meilleurs que d'autres, mais en matière politique, tout est bon pourvu qu'on accorde la fin et les moyens, c'est-à-dire que, grosso modo, on ne fasse pas advenir le bien par le mal. Voilà. Donc tout le reste est bon, c'est-à-dire que l'information, les mobilisations, pour moi, sont aussi importantes, et même plus importantes, et certainement plus efficaces et plus déterminantes que l'ajout de démarches participatives. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Moi, je suis d'un syncrétisme absolu en matière politique. Je pense que l'état des choses est tel qu'on ne peut se permettre de faire l'économie sur aucun type d'engagement, aucun type de stratégie. Elles doivent toutes être expérimentées. Alors, par exemple, si tu vas me chercher un petit peu loin, moi je pense qu'un des lieux où les choses peuvent se jouer, mais peut-être trop tard, c'est évidemment l'éducation, c'est-à-dire que les citoyens aussi l'ont porté, c'est-à-dire que si on éduque différemment nos citoyens, on aura peut-être une autre réalité politique, et si on les éduque à la coopération, si on les éduque à l'imagination, à l'expression, au respect de l'autre, ça peut changer énormément les choses, et le changement de nos mœurs politiques est beaucoup plus essentiel que le changement de nos institutions. Il le conditionne, il conditionne l'efficacité d'un changement institutionnel, donc je suis d'accord. Donc pour moi, c'est pas une objection, simplement moi je fais partie de ceux qui ont acquis au fil du temps une petite expertise sur ce type de démarches, et essaye de les promouvoir. Mais je sais bien qu'en plus, pour établir ce rapport de force qui est devenu nécessaire, les mobilisations, ça ne marche pas. On est d'accord. Aller dans la rue, mouvement contre le climat, ça ne marche pas. Les élections, ça ne marche pas très bien. Le score de Yannick Jadot va nous le confirmer. Le changement institutionnel, c'est absolument nécessaire. Il faut changer la Ve République. Alors, ce que tu dis, évidemment, du vice premier de notre système politique, qui est le présidentialisme rendu possible par une certaine pratique de la Ve République. Alors ça, c'est évident que ce qu'a vérifié la Convention, c'est qu'on ne pouvait pas changer les choses
dans le système à état constant. C'est-à-dire qu'avec une telle prédominance de la présidence, y compris sur les parlementaires, et tu as tout à fait raison. Moi, mon espoir aurait été cette rencontre entre démocratie délibérative et démocratie représentative. Elle n'a même pas eu lieu parce que les représentants ont été évincés, et on a rejoué, comme sur tous les projets de loi, le mécanisme habituel d'imposition de volonté du gouvernement, et pas de tout le gouvernement. Parce que le ministère de la Transition, lui, il était prêt, mais il s'est fait, comme d'habitude, passer devant et passer dessus par tous les autres, économie, budget, agriculture, industrie, qui ont… Alors, industrie, bon, c'est vrai que c'est lui qui est censé… Je ne sais plus s'il est à la transition écologique, il a les transports, mais il n'a plus l'industrie. Bon, voilà, c'est eux qui ont gagné et qui ont imposé leur volonté. Sciences participatives, non, c'est pas du tout. Je pense que c'est pas du tout la même chose. Ça m'intéresse, les sciences participatives. Il y a pas très longtemps, j'ai publié un petit article là-dessus dans un bouquin de la Fondation Nicolas Hulot. En fait, ce qu'on ne permet pas aux citoyens dans ce contexte-là, quand même, c'est de construire ou d'importer leur savoir. Alors, ils peuvent le faire. Rien ne les interdit, et les injecter dans la discussion, leur savoir d'expérience, leur expertise profane, évidemment qu'ils la font valoir, mais le dispositif n'est pas orienté vers ça, et puis surtout, ils ne participent pas à la construction de nouveaux savoirs. En fait, là, ils reçoivent, ou en tout cas, ils naviguent dans des savoirs existants au préalable. Donc, la part d'expertise profane dans le dispositif, elle est relativement faible, et il n'y a pas de co-construction des savoirs véritablement. On est dans un moment, à mon avis, différent du processus politique. Bon, on a fini ? On va peut-être on n'en peut plus. Est-ce que je peux peut-être poser une toute dernière Parce que moi, c'est le troisième séminaire que j'enfile aujourd'hui. Ah, c'est le troisième séminaire. Non, mais en fait, c'est pas si indispensable. On achète bien les chevaux, là. Non, peut-être juste une toute dernière question sur cette articulation démocratie directe, démocratie délibérative, parce que c'est très intéressant de voir que maintenant, tu considères que ce serait vraiment essentiel, justement, parce que… depuis toujours, hein. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas une position qui est nécessairement majoritaire. Donc, comment est-ce que tu te positionnes dans ce débat-là ? Parce que justement, il y a aussi tout un courant plutôt international de démocratie, de personnes qui travaillent sur la démocratie délibérative, qui sont dans une idée justement de parfois même d'une forme d'opposition. Voilà, juste pour finir sur ce dernier mot, puisque finalement la question du référendum était centrale, et je te remercie vraiment. Oui, non, mais je suis vraiment… moi, c'est une chose dont je suis relativement convaincu. Dans le même esprit que la réponse que j'ai faite à Sophie, pour moi, il faut défendre l'initiative citoyenne. C'est une évidence absolue dans notre démocratie, de la même façon qu'on doit défendre. Donc, moi, je fais partie des partisans de cette démocratie directe. Moi, je pense qu'on est peut-être… je trouve que l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique, elle a quand même vraiment marqué les esprits. Je pense qu'il y a de moins en moins d'élitistes dans le petit milieu académique des chercheurs qui travaillent sur… c'est-à-dire d'élitistes au sens où… il pourrait concevoir un débat politique qui se limiterait à des instances choisies de citoyens. Et non, je crois qu'il y a quand même… J'en sais pas, je faudrait peut-être regarder plus précisément les choses, mais il y a une intégration. Et puis le vocable d'innovation démocratique, maintenant, il contribue à faire que discutent ensemble les gens qui travaillent sur la démocratie délibérative, les gens qui travaillent sur le budget participatif, sur le truc. Moi, je suis assez fasciné par les évolutions de ce milieu de chercheurs. En tout cas, moi, ma position, elle est… Alors, n'oublions pas, par exemple,